Bonjour François Asselineau, où en êtes-vous pour les élections régionales? Bonsoir, nous sommes ce soir le 3 novembre 2015. Vous m'interrogez sur les élections régionales. Écoutez, le bilan est très très positif, puisque ce soir, nous pouvons annoncer que nos 13 listes ont été déposées, comme je l'avais d'ailleurs annoncé. J'avais annoncé que nous déposerions 13 listes. Depuis maintenant plusieurs semaines, je l'avais annoncé. Eh bien, tous les téléspectateurs peuvent voir une nouvelle fois que l'UPR dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. Ça n'a pas été sans difficulté. Nous avions le nombre de candidats et de candidates nécessaires dans les 13 régions où nous nous présentons. Mais entre le fait que quelqu'un accepte d'être sur une liste et puis ensuite le fait que cette même personne, plusieurs semaines après, nous transmette les dossiers en bonne et due forme, en temps et en heure et selon les formes nécessaires, eh bien il y a une marge. Et comme nous avions prévu qu'il y aurait justement probablement des difficultés, eh bien nous avions prévu d'avoir des personnes en réserve, ce qui nous a permis de déposer ces 13 listes. Donc je rappelle que nous serons présents dans les 12 dans les 12 régions, les 12 grandes régions de France métropolitaine. Malheureusement, nous ne serons pas présents en Corse. Et nous serons également présents à l'île de la Réunion. Malheureusement, nous ne serons pas présents dans les Antilles et en Guyane. C'est un véritable tour de force qui a été réalisé, puisque derrière ces 13 listes se cache en fait le dépôt de 1971 candidats et candidates, les dossiers de 1971 candidats et candidates, selon une parité stricte. Je corrige d'ailleurs ce nombre de 1971. Dans des entretiens antérieurs, j'avais mentionné 1969. En réalité, lorsque nous avons refait le pointage, on s'est aperçu que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 2 candidats de plus qu'aux dernières élections parce que maintenant Lyon est une métropole et donc le législateur a créé 2 postes supplémentaires. C'est donc 1971 candidates et candidats qui vont porter les couleurs de l'UPR. Et franchement, c'est un beau résultat, c'est un magnifique résultat, d'ores et déjà, parce que il faut le faire. C'est tellement difficile à faire, c'est tellement stressant d'être en temps et en heure, parce que le gouvernement a pris des décisions qui sont là pour en fait rendre l'exercice encore plus compliqué. Par exemple, on ne pouvait pas présenter une attestation d'inscription sur les listes électorales si elle était antérieure au 12 octobre. Donc on n'avait pas la possibilité matérielle de demander à nos candidats d'aller chercher dans les mairies une attestation sur les listes électorales, par exemple, au cours des mois d'août, septembre ou début octobre. Vous voyez donc que la fenêtre de tir pour aller chercher les attestations était très très faible. Pour 2000 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup 2000 personnes en l'espace de 3 semaines. De surcroît, eh bien, il fallait que les attestations obtenues auprès des mairies fussent signées manuellement par le responsable avec un tampon. On a eu dans une région, il y a un des préposés de la préfecture qui a regardé et scruté minutieusement l'attestation pour voir si ça n'était pas une photocopie. Et comme il y avait un tampon qui était de forme légèrement oblongue, il en a déduit que ce n'était pas un original mais une photocopie. Donc il a fallu, heureusement, dans cette région, il y avait des réservistes. Voilà, donc il y a eu dans certaines régions des examens extrêmement pointilleux effectués. C'est normal d'ailleurs qu'il y ait des examens précis qui soient effectués. Quand ça devient extrêmement pointilleux, ça devient quand même un peu stressant et déstabilisant. Je pense en particulier au dépôt de la liste en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pris à nos responsables sur place presque 8 heures pour faire enregistrer la liste. Il y avait 230 dossiers à examiner. En Île-de-France, ça a été 6 heures. Dans les autres régions qui étaient un petit peu moins nombreuses, ça a pris évidemment un peu moins de temps. Mais enfin, ça a toujours pris beaucoup d'heures et beaucoup d'huile de coude. Voilà, donc j'ai personnellement félicité les différentes personnes qui se sont mobilisées pour ça, pas les 1971 candidates et candidats, j'en ai pas la possibilité matérielle de les appeler toutes individuellement, mais j'ai personnellement félicité nos têtes de liste et puis les quelques responsables qui sont auprès d'eux
et qui ont fait ce magnifique travail. Qu'ils en soient remerciés, parce que c'est un travail qui va maintenant porter ses fruits. Porter ses fruits, ça veut dire que désormais, plus personne ne peut nous ignorer. C'est tellement vrai que les médias ont commencé à s'agiter un petit peu, enfin, et à venir nous voir. Voilà. Et dans les jours et les semaines qui viennent jusqu'au premier tour, jusque donc au 6 décembre, nul doute que nous allons pouvoir faire connaître l'UPR, en particulier parce que les gens s'intéressent un petit peu à ces élections, même si beaucoup s'en désintéressent. Progressivement, les gens vont s'y intéresser. Et puis les gens, ils vont recevoir, ils vont voir nos tracts. Nous avons commencé à distribuer les tracts spécifiques que nous avons conçus pour cette élection régionale. Et puis les gens recevront dans leur domicile. Et pour la première fois, nous allons pouvoir envoyer des professions de foi à 45 millions d'électeurs. Pour les élections européennes, nous n'avions pas eu assez d'argent pour le faire. Nous n'avions pu envoyer des professions de foi qu'à peu près 45% des électeurs. Là, c'est 100% des électeurs, 45 millions de personnes qui vont recevoir notre profession de foi. Tract et profession de foi, d'ailleurs, qui s'accompagnent d'une nouvelle identité visuelle de l'Union populaire républicaine. C'est une des surprises que nous vous avions réservées. Nous avons un peu, pas totalement, mais un peu changé l'identité du mouvement, l'identité visuelle. Pourquoi ça ? Tout le monde était très content du rameau d'olivier. Et comme tout le monde est toujours très content, on a gardé le rameau d'olivier. Nous avons également gardé le petit liseré bleu, blanc, rouge qui donne quelque chose d'un petit peu officiel à notre mouvement. En revanche, nous avions noté avec préoccupation, ça avait été particulièrement flagrant au moment des élections européennes, on avait trouvé un gros problème. C'est que la couleur de notre mouvement, qui est une couleur très jolie, très élégante, blanc ou gris perle, malheureusement, sur un bulletin de vote, paraissait complètement évanescente, presque transparente. Je suis persuadé qu'aux élections européennes de l'année dernière, ça nous a coûté certainement des suffrages. Je me rappelle moi-même quand j'étais allé voter à Paris, quand j'étais arrivé dans le bureau de vote, j'avais eu un moment d'angoisse. C'est que voyant tous les bulletins de vote, je n'avais pas vu le nôtre. Et finalement, j'en avais vu un qui était tout à fait diaphane, et c'était le nôtre. Voilà. Alors ce problème se retrouvait un peu partout, quand parfois, rarement, on voit sur un journal qu'il est question de l'UPR, ou bien sur une affiche, ce logo et ces couleurs gris-perle sont certes très élégantes, mais ne se voyaient pas. De telle sorte que nous avons lancé, voici maintenant plusieurs semaines, on peut même dire plusieurs mois, nous avions lancé à ma demande une réflexion sur refaire cette identité visuelle, c'est-à-dire en conservant notre logo auquel tous nos adhérents sont à juste titre très attachés, le rameau d'olivier de la pièce d'Oscar Rotti de 1897, comme tout le monde le sait, qui est à la fois un symbole du franc, mais aussi un symbole de paix, un symbole de concorde entre les civilisations, un symbole œcuménique. Nous voulions trouver quelque chose qui marque davantage les esprits, qui permette à tout un chacun, quand on est en voiture et qu'on passe à toute allure devant une affiche, de dire « Ah, j'ai vu l'UPR ». Donc nous avons eu recours à des talents à la fois internes à notre mouvement, dont notamment une société de spécialisée, une société de services, de communication, de designers, et à tous ensemble, avec plusieurs membres du Bureau national, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Alors nous avons cherché une couleur qui soit marquante, qui se voit de loin, de telle sorte que le bulletin de vote dans le bureau de vote soit visible, que les gens ne passent pas leur temps à chercher le bulletin de vote. On a voulu quelque chose qui reste très élégant. On a voulu, bien entendu, avoir une couleur qui nous distingue des autres. Et c'était ça l'un des points les plus difficiles. Comme notre mouvement n'est pas un mouvement de droite, nous ne pouvions pas prendre le bleu roi, le bleu nuit, le bleu clair, le bleu ciel, etc. Donc déjà, ceci était écarté. Comme notre mouvement n'est pas non plus un mouvement classé à gauche, nous ne pouvions pas prendre le rouge vif, le rouge vermillon, l'orange sanguine, etc. Comme l'orange est pris par le MoDem, comme la couleur violette est prise par l'UDI et par DLF, comme le vert prairie et le jaune sont pris par les Verts, eh bien, ma foi, le choix était ma foi, très très limité et quasiment extrêmement difficile à trouver. Voilà. On n'allait pas prendre du noir, on n'allait pas faire un corbillard. On ne pouvait pas prendre non plus des marrons ou des choses comme ça qui ne sont pas très, très, très intéressants.
En définitive, notre choix, après avoir consulté beaucoup de spécialistes, s'est porté sur une couleur qui est une couleur assez soutenue pour qu'elle puisse frapper de loin, qu'on la reconnaisse de loin, notamment sur les bulletins de vote ou bien sur les affiches. Mais c'est une couleur également qui est solennelle et sérieuse, parce que nous n'avions pas envie de prendre une petite couleur guillerette. Ça n'est pas conforme à l'esprit du temps. Et nous voulions également une couleur qui ne soit pas non plus trop sévère et qui ne soit pas trop triste. Donc c'est un mélange très subtil, en fait, qui a été trouvé par les spécialistes de ce qu'on appelle un bleu turquoise mélangé de vert émeraude. Certains parlent d'un bleu sarcelle, d'autres d'un bleu profond, d'un bleu turquoise profond, foncé, m'étirant sur le vert. Le résultat est, je crois, très joli, très élégant, se voit de loin et est bien conforme à la solennité du mouvement, à son élégance, à son sérieux, et surtout nous distingue bien du reste. Voilà. En même temps, le logotype, c'est-à-dire le rameau d'olivier, apparaît beaucoup plus clairement. Le logotype est maintenant bien formalisé. Il sera soit de cette couleur, donc bleu turquoise foncé sur fond blanc, soit l'inverse, de fond blanc sur cette couleur bleu turquoise foncé. Alors je le dis parce que vous allez voir apparaître vous l'avez sans doute déjà vu sur maintenant le site que nous allons lancer, je vais en dire un mot dans un instant, mais nous allons également mettre cette couleur sur les tracts, les affiches qui vont fleurir sur les murs de toute la France. J'en profite pour signaler que tout cet appareil militant, les dizaines de milliers de tracts que nous avons fait établir pour 13 régions différentes, les affiches par milliers également que nous avons fait établir, également les 45 millions de professions de foi qui sont parties aujourd'hui même chez l'imprimeur, et puis les 45 millions de bulletins de vote, tout ça, ça a un coût que nous avons déjà évalué aux alentours d'au minimum 560 000 €. Et puis nous sommes fixés un budget global pour les régionales de 700 000 €, je le rappelle, parce qu'il y a des quantités de dépenses qu'il faut intégrer dans les comptes de campagne. Il faut intégrer les réunions publiques, l'organisation des réunions publiques, un certain nombre de prestataires de services, peut-être si possible dans certaines campagnes où nous n'avons pas toujours énormément de militants, il va peut-être falloir passer par des sociétés de services pour coller des affiches sur les panneaux électoraux, etc. Donc notre budget global était de 700 000 €. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit que c'est un budget qui paraît énorme pour un particulier et qui en fait est tout petit si on le compare à ce que dépensent les grands partis politiques qui vont dépasser quelque chose comme à peu près 10-12 millions d'euros. Je crois que le plafond maximum est aux alentours de 12 millions d'euros. Donc notre budget à nous, c'est 4% du budget maximum autorisé, à peu près. Autre bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui même, 3 novembre, non seulement nous avons déposé toutes nos listes, mais nous venons de franchir le cap des 350 000 € récoltés auprès de 3 172 contributeurs. C'est tout à fait considérable et cette somme est symbolique, bien sûr, puisque ça représente 50% du budget prévisionnel. Voilà. 50% du budget prévisionnel. Moi j'aime bien la transparence, il faut que les gens qui nous font confiance sachent ce qui se passe. Eh bien, d'ores et déjà, notre trésorière, Catherine, a déjà fait plusieurs traites pour 200 000 € à l'imprimeur. Et la prochaine traite de 100 000 €, c'est pour dans quelques jours. Donc, comme vous le voyez, il y a une espèce de course-poursuite entre les dons et les cotisations que vous nous faites et les nécessités de régler l'imprimeur. J'en profite donc au passage pour remercier les 3172 contributeurs qui ont donc permis de dépasser ces 350 000 €, d'accumuler ces 350 000 €, parmi lesquels d'ailleurs, bien entendu, la plupart des responsables de l'UPR, à commencer par moi-même, ça va sans dire, mais beaucoup d'adhérents et beaucoup aussi de sympathisants. J'en profite pour faire un appel à tous les adhérents, ils sont encore nombreux, qui n'ont pas participé à cette collecte, pour faire un appel également à ceux qui ont déjà versé pour leur demander s'ils peuvent
dans la mesure de leurs moyens, bien entendu, profiter de la paye qu'ils ont eue en novembre, par exemple, en fin octobre, ou qu'ils auront fin novembre, pour là aussi nous donner aucun don n'est négligeable. Des dons de 10 euros, de 15 euros, de 20 euros, c'est comme ça que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Merci à tous. Et donc, merci aussi de songer à continuer. Ne relâchons pas l'effort. Et puisque je parlais du fait que tous les adhérents n'avaient pas encore participé à cette collecte, j'en profite pour signaler un autre exploit que nous avons réussi, décidément, en ce 3 novembre. Plus exactement, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une jeune adhérente du Pas-de-Calais qui a adhéré à 23h56 ou 58 le 2 novembre. Elle nous a permis de franchir le cap des 9000 adhérents. 9000 adhérents. Et au moment même où je parle, nous sommes à 9012 adhérents. Donc nous sommes actuellement sur le rythme de 10 à 15 adhérents par jour supplémentaires, une moyenne de 12, ce qui nous permet de penser que nous allons terminer l'année sans doute au-dessus des 9500 adhérents. Nous aimerions tous, bien entendu, pouvoir fêter Noël ou la Saint-Sylvestre en franchissant les 10 000 adhérents. Ça sera peut-être difficile, mais qui sait ? Qui sait, il n'est pas exclu que du fait de la campagne qui commence, eh bien, ça draine de plus en plus d'adhésions. On avait déjà vu ce phénomène au moment des élections européennes. J'espère qu'il va se produire. J'ai pas encore tout à fait terminé de faire ce bilan des élections régionales, parce que je dois signaler quand même ce fait très important, c'est que nous avons eu un sondage qui est sorti il y a quelques jours, qui est un sondage TNS Sofres OnePoint, qui a été commandité par Le Figaro, RTL et LCI, qui a été réalisé par Internet auprès de 2200 personnes. Et ce sondage a fait ressortir l'UPR au niveau national avec 2%. Alors 2%, évidemment, certains qui ne connaissent pas ce qu'est la politique, certains qui ne connaissent pas la lourdeur et l'inertie du suffrage universel, certains qui méconnaissent le poids fondamental de la médiatisation dans les grands médias, pourront éventuellement esquisser un sourire de dépit. Alors, lorsque je dis 2%, eh bien, je peux dire que tous ceux qui savent ce qu'est la politique, ce qu'est le suffrage universel, ce qu'est la difficulté pour un mouvement politique de se faire connaître lorsque les médias lui sont fermés, ceux-là savent que c'est une véritable prouesse que nous sommes en train de réaliser. Il suffit de faire un calcul sur un coin de table. S'il y a 45 millions d'électeurs et s'il y a 40% d'abstention, ça veut dire qu'il y aura à peu près 27 millions de votants, et 2%, ça fait 540 000 votants. Alors, je rappelle qu'aux élections européennes de l'année dernière, de mai 2014, nous avions fait 77 000 votants, et nous étions d'ailleurs très contents. On avait fait plus de votants que le NPA de M. Besancenot. Mais cette fois-ci, si ce sondage se confirmait, et ça reste à démontrer, eh bien, ça serait un bond en avant tout à fait spectaculaire pour notre mouvement. Le même sondage, d'ailleurs, donne 1% à Lutte ouvrière. Nous ferions donc 2 fois plus que Lutte ouvrière. Et donne 3% à DLF de M. Dupont-Aignan. Nous ferions donc les 2 tiers. Donne 6% au Front de gauche. Ça veut dire qu'on ferait 1 tiers du Front de gauche. Et encore ne sommes-nous qu'au début de la campagne. Parce qu'un autre élément qui est tout à fait intéressant, c'est que de tous les responsables politiques du mouvement que je contacte, un peu partout en France, même partout en France on peut le dire, l'accueil est quand même bon, voire très bon, et voire même excellent dans un grand nombre de situations locales. Les gens sont avides d'entendre du nouveau. Les gens, le peuple français, au fond, sait bien qu'il a affaire, que les gens qui sont sur la scène politique française actuelle, ceux qu'on leur montre à la télé, le peuple français, au fond, sait bien que ce sont des branquignoles. Au fond, il sait bien qu'ils ne sont pas à la hauteur de la gravité des enjeux du moment. Et lorsque d'un seul coup, ils voient un mouvement politique nouveau, et qu'on leur dit à quel point nous sommes en forte croissance, parce que même si certains peuvent douter du sondage à 2%, force est de constater qu'il confirme ce que nous avons constaté depuis le début de cette année. C'est-à-dire on a participé, je le disais, je crois la dernière fois, à 15 élections
14 élections départementales, une élection législative partielle. Et donc entre mars et septembre, on a fait une moyenne de 1,7% des suffrages et en croissance. Donc l'idée qu'on ait 2% au niveau national n'est pas du tout une idée absurde. Et encore une fois, on est très très bien accueillis. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai le plaisir d'être dans Paris. Pratiquement tous les jours maintenant, je suis abordé dans la rue par des gens qui viennent me voir, toujours très très gentiment, et toujours qui me disent « Monsieur, j'ai vu toutes vos conférences, je vous connais, je connais l'UPR, c'est formidable, je vais voter pour vous. » Voilà. Et ça n'existait pas l'année dernière au moment des élections européennes. Je mesure donc ainsi sur le terrain, très concrètement, à quel point notre mouvement se développe avec une forte notoriété. C'est très prometteur pour la suite des événements, parce que ceux qui pensent que nous faisons 2% et que c'est un petit score, c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est un score mirobolant, mais les gens oublient quelque chose qui est très très important. C'est que qui connaît l'UPR en France ? Moi, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de sondage là-dessus. Je pense qu'il y a, je dirais comme ça, à vue de nez, de façon intuitive, il y a peut-être 5%, 6% des Français qui connaissent l'UPR. Mais la grande majorité, vous le savez bien, quand vous parlez autour de vous de l'UPR, en général, les gens disent « Ah ben non, on ne sait pas, c'est quoi ?» etc. Pourquoi ça ? Parce qu'on n'est jamais passé, ou quasiment jamais passé, sur les très grands médias du pays. On n'est jamais passé sur TF1, je suis passé dans les conditions que vous savez, je suis passé chez Ruquier sur France 2 et chez Tadei sur France 3, mais c'était des petits passages, et puis c'était une fois, il y a maintenant plus d'1 an ou 1 an et demi. Nous ne sommes jamais passés sur France Inter. Sur Europe 1, j'ai été interrogé une fois pendant quelques minutes. C'était sur la loi Fioraso, c'était il y a 1 an et demi. C'était pas sur le fond de nos sujets. Sur RTL, j'avais eu droit royalement à 48 secondes au moment des élections européennes. Sur RMC, M. Bourdin avait eu la gentillesse finalement de m'inviter devant le nombre de personnes qui lui avaient demandé de m'inviter. Et en fait, il m'a reçu à peu près 3 minutes 50. Et puis ça s'arrête là. Voilà, jamais sur France Culture. Voilà, jamais dans le Figaro, jamais dans Le Monde, jamais dans l'Express, jamais dans Le Point, jamais dans l'Observateur, l'Obs, les Échos, Match, etc. Voilà. Donc nous sommes peu connus, très peu connus. Il y a à peu près peut-être 5% des Français qui nous connaissent, et il y a 2% de gens qui s'apprêtent à voter pour nous. Ça veut donc dire, si les chiffres ont un sens, qu'il y aurait peut-être la moitié ou 40% des gens qui nous connaissent qui s'apprêtent à voter pour nous. C'est énorme. C'est absolument énorme. Quand vous prenez les autres partis politiques qui sont donnés à 20% ou à 6% comme le Front de gauche, mais M. Mélenchon, tout le monde le connaît. Hein. En France, tout le monde sait qui est M. Mélenchon. Il y a peut-être 98% des Français qui savent qui il est. Donc il y a 98% des Français qui savent qui il est. Il y en a 6% qui s'apprêteraient, paraît-il, d'après le sondage, à voter pour lui. Et il y a que 5% des Français qui connaissent l'UPR. Il y en a 2% qui s'apprêteraient à voter pour nous. Ce qui donc signifie que la clé à faire sauter, la clé de la croissance fulgurante de notre mouvement, elle réside dans l'accès aux médias de grande diffusion. Parce que plus nous serons connus, et plus mécaniquement, ce rapport de 40% à 50% a de fortes chances de se maintenir. C'est donc que, par exemple, quand je vois la publicité constante qui est faite à la Smala Le Pen ou à la SARL Le Pen ou bien aux Républicains ou au Parti Socialiste, on s'aperçoit que finalement, l'heure supplémentaire de bourrage de crâne finit par être pour eux totalement improductive. On a l'impression que Mme Le Pen passerait de 365 jours par an sur toutes les télévisions recensées par le CSA, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'elle gagnerait peut-être encore 0,5%. Donc elle a fait le plein de ses voix. Nous sommes en pleine ascension. C'est ça qui est très prometteur pour l'avenir. J'en profite pour dire, encore une fois, merci à tous. C'est le moment de se mobiliser. Les 13 listes qu'on a déposées vont nous faire connaître beaucoup, vont mettre d'ailleurs les médias que je citais à l'instant dans une certaine difficulté. Et ça a d'ailleurs déjà commencé, puisque nous constatons sur le terrain qu'il commence à être plus facile d'avoir accès aux journaux locaux et aux journaux régionaux. Et même, on commence à sentir un petit frémissement chez certains grands médias. J'ai ainsi reçu hier, pour la première fois depuis 8 ans et demi,
un appel téléphonique d'une journaliste du journal Le Monde qui voulait s'enquérir de ma position sur la qualité de l'air en Île-de-France. C'est un début. Donc, pour me demander quel était le programme de l'UPR pour les élections régionales sur la qualité de l'air. Bon. C'est un début. Je lui ai fait comprendre que c'était certes un sujet d'une très grande importance, mais qu'il y avait des sujets plus importants encore, et qu'il aurait été bon, avant de commencer à nous poser ces questions, de peut-être nous demander un petit peu qui nous étions. Bon, c'est un petit peu comme si on arrivait vous êtes invité quelque part et on vous sert le dessert. Ben, en général, il faut quand même commencer par les entrées et puis le plat principal. Voilà. Enfin, c'est quand même un début. Nous avons eu également le plaisir, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Joël Troud, qui est notre responsable communication, que nous avons recruté pour la durée de la campagne, et Karim Serran, membre du Bureau national. Eh bien, nous nous sommes entretenus avec un journaliste du journal Le Point, qui est venu m'interroger pour faire un portrait de moi. Voilà. Alors, le journal Le Point, pourquoi est-ce qu'il était là? Ben bien, sans doute, vous l'avez compris, c'est parce que le journal Le Point n'a pas jugé bon, au moment où il a récapitulé les listes en Île-de-France, voici quelques semaines, elle n'a pas jugé bon de mentionner l'UPR. C'était comme si c'était de la broutille. Il y avait la liste de lutte ouvrière, nous, c'était la seule où nous n'étions pas. Donc, du coup, on a fait une photomontage représentant une espèce de couverture du Point avec la photo de votre serviteur, et puis barré de censurer. Et malheureusement pour Le Point, et heureusement pour nous, eh bien, beaucoup de nos adhérents se sont emparés de cette photo et l'ont prise comme photo de profil sur Facebook. Et ça, c'est la puissance maintenant des réseaux sociaux. La puissance d'Internet est telle que, au magazine Le Point, du moins dans la version Internet, eh bien, ils sont quand même très ennuyés de la publicité, de la contre-publicité que nous leur faisons à cet effet. Et donc le journaliste m'a prié. Il espère que le portrait qu'il va publier sur moi va nous amener à retirer cette affiche, enfin cette photographie. Je lui ai dit que s'il y avait un article qui était correct, parce que j'ai quand même passé 2h30 avec lui, à lui expliquer qui j'étais. Bon. Il m'a d'ailleurs bien entendu attaqué pour savoir, prétendument que je suis un proche d'Alain Soral. Paraît-il que je suis copain d'enfance, j'exagère, avec Serge Ayoub et que je suis un conspirationniste. Enfin, c'est les ragots habituels. Comme les gens qui tiennent les médias ne savent pas comment s'attaquer à l'UPR, ne savent pas comment répondre à nos analyses qui sont globalement parfaitement techniques, parfaitement justes et parfaitement irréfutables, eh bien, quand on ne sait pas comment répondre aux questions de fond, ben on attaque sur la forme. Et comme ils n'ont pas à se mettre grand-chose sous la dent, eh bien, c'est toujours les mêmes histoires. Voilà, on nous reproche toujours les mêmes choses. Hein, voilà. Donc on va voir. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait, comment je voyais les choses. Je lui ai expliqué que nous vivions dans une atmosphère de maccarthisme. Qui est absolument intolérable. Alors on va voir si ça va porter ses fruits. Je lui ai rappelé en tout cas que s'il y avait des gens d'extrême droite en France en ce moment, c'était le gouvernement. Parce que le gouvernement, il ne va pas s'exprimer dans une brasserie détenue par Serge Ayoub. Le gouvernement, lui, actuellement, il fait alliance avec le gouvernement de Kiev, avec Svoboda, qui est un mouvement néo-nazi. Par l'intermédiaire de l'Union européenne, il taxe les Français de 300 millions d'euros que nous allons donner au gouvernement de Kiev, avec ses alliances avec Pravi Sector, qui sont carrément des néo-nazis. Monsieur Le Drian, ministre de la Défense, s'est rendu dans les pays baltes et a rencontré ses homologues ministres de la Défense qui vantent les charmes des Waffen-SS toute la sainte journée, qui donnent les Waffen-SS en modèle à la jeunesse estonienne ou lettonne. Le gouvernement actuel fait des guerres illégales qui piétinent le droit international. Le gouvernement actuel défonce les droits sociaux, ruine les droits sociaux des Français, vend à l'encan le patrimoine national. Ça, c'est un gouvernement d'extrême droite. Je le lui ai dit. Je pense que nous avons actuellement le gouvernement le plus d'extrême droite depuis 1944. Et je pense d'ailleurs que M. Hollande, comme son prédécesseur, devrait être déféré au tribunal pénal international pour crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes économiques et peut-être même crimes contre l'humanité. Puis on verrait ce que le TPI, dans sa grande sagesse, juge. Voilà. Alors on va voir ce que va dire le journal Le Point. Mais comme tout à l'heure pour le journal Le Monde, eh bien, tout ceci montre que désormais les grands médias de notre pays ne peuvent plus, et plus le temps va passer, moins ils le pourront, faire l'impasse sur notre mouvement. C'est une formidable conquête que nous sommes en train de réaliser
tous ensemble.